On se retrouve pour un nouveau numéro de l'émission Point de vue sur Zéphyr. Ce numéro accueille une fois encore un acteur politique. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Nambadja Kampatib, conseiller spécial du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Au menu des discussions, l'organisation des élections municipales du 17 juillet prochain et les événements sociaux. Edgar Ouala, journaliste, analyste de l'actualité, est avec nous. Laurent Lorenzo est à la mise en onde. Appelez-moi Mathieu Mozo. Here's no spice and here's no shit. Here's sweet sound, just take your dip. Oh, it's Zéphyr. Just get down, make it get on down. Make the body of yours move round and round. Oh, can you hear it? Zéphyr. Merci encore une fois. Le décor est planté. Notre invité en studio avec nous, il s'agit, comme je l'ai dit en introduction, de Dr Nambadja Kampatib, le conseiller spécial du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Bonjour, docteur. Bonjour Mathieu, c'est tout le plaisir pour moi de me retrouver encore une fois dans ce studio. Ça fait belle lurette. Ah, ça fait longtemps. J'espère que vous allez vous porter bien. Ben, je me porte bien pour ce qui est de la santé. Bon, pour le reste, on verra. D'accord, merci. Mais je salue au passage tous les auditeurs et les auditrices de Radio Zéphyr. Merci à vous d'être là. Edgar, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à notre invité, Kampatib. Bonjour. Oui. Et bonjour fidèles auditeurs et auditrices de Radio Zéphyr, de même que ceux de Atlantique FM. Ah oui, Atlantique FM ou voilà. C'est en synchronisation avec Atlantique FM. C'est à Klakou, dans la préfecture des Lacs. Voilà, bien ça. Où les auditeurs nous suivent là-bas sur la 95.9. Merci beaucoup. Je profite aussi pour dire un bonjour spécial à ceux qui sont dans un manque quelconque ce jour. Merci. Et que ceux qui en ont puissent avoir l'esprit de partage, l'esprit de solidarité. Merci encore une fois d'être là. Le tout premier sujet, M. Kampatib, depuis quelques semaines, nous constatons que les réseaux sociaux s'enflamment. Plusieurs jeunes, beaucoup plus de l'extérieur, les utilisent pour s'exprimer, parfois au-delà des limites. Ils appellent même à des manifestations. Alors, au niveau de l'ADI, comment vous suivez tout cela? Bien, au niveau de l'ADI, nous suivons cela avec très grande attention. Et je crois que Zéphyr était là hier après-midi, où nous avons, ensemble avec d'autres partis politiques, fait une conférence de presse où nous avons donné une opinion qui est claire là-dessus. Je pense que dans ce qui se passe actuellement, l'erreur de tout bord consisterait à penser que c'est banal, que c'est des petits jeunes qui s'agitent, qui font des mensonges, c'est ce que j'entends dire d'ici là, et que, bon, les chiens aboient, la caravane passe. Il y a des gens qui reçoivent cette situation comme ça. Mais c'est extrêmement grave. Donc, le titre de la conférence de presse hier, c'était « La situation est grave ». Effectivement, la situation est grave. Vous savez, c'est banalement comme ça que les choses ont commencé dans plusieurs pays où les choses se sont enflammées à un niveau qu'on n'imaginait pas. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Le Maroc a su contenir ça très vite parce qu'ils ont eu la sagesse de prévenir. Et donc, je suis un peu peiné que chez nous... On ne souhaite surtout pas des violences. Je suis un peu peiné que chez nous, on est plutôt en train de prendre la chose avec des involtures, avec une sorte d'indifférence en se disant, mais non, il n'y a que des jeunes manipulés. Le mot manipulation ressort tout le temps. Alors, c'est un peu dommage de penser que des jeunes adultes, des gens de plus de 21 ans qui posent des actes, qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de poser ces actes par eux-mêmes et qu'ils seraient manipulés par des forces. Non. Je pense que la situation du Togo est grave. Nous sommes dans une situation où nous connaissons
un système politique qui est verrouillé depuis 30 ans. Ça, personne ne peut le dire. Docteur Kampati, quand vous dites que la situation est grave, on a comme impression que le Togo vit une guerre. Non, pas encore. Et il faut qu'on fasse tout pour éviter que le Togo vive une guerre. D'accord, on comprend. C'est ça. Quand nous disons que c'est grave, nous ne disons pas que nous sommes dans la guerre. Nous disons qu'il y a des risques. Et qu'il faut que les sages de tous bords prennent la mesure de la chose et posent des actes responsables pour que nous n'allions pas à la guerre, justement. C'est ce que nous voulons dire. Et nous, au niveau d'Adi, nous avons toujours été, ça nous crée des problèmes, nous avons toujours été un parti qui essaye d'aplanir les difficultés, de faire en sorte que tout le monde se mette ensemble, et ça nous a créé des problèmes. On a vu une liste circuler qui nous disait maintenant, oh, pour Adi, c'est fini, ils sont du côté. Bon, d'accord, alors, c'est ça. Vous l'avez dit, des partis politiques de l'opposition, dont l'ADI et des organisations de la société civile, hier donc étaient en conférence de presse, ils disent soutenir ces manifestations, nonobstant qu'ils ne soient ni de près ni de loin associés à cet appel à manifester. Alors, connaissez-vous les organisateurs? Nous les connaissons comme tout le monde les connaît sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas dire qu'on ne les connaît pas. Ce sont les Togolais qui se sont exprimés. Donc, je ne connais pas Zaga. Comme ça, je ne lui ai jamais serré la main. Vous voyez, je ne peux pas dire que je le connais. Mais je connais Haïté, quand même. C'est un journaliste que j'ai pratiqué, que j'ai connu ici. Quand on regarde dans l'ensemble des gens qui interviennent dans ce réseau-là, il y a des gens que nous connaissons, ce sont des Togolais comme nous, même s'ils sont obligés d'être en exil, ce sont des Togolais comme nous. Haïté n'est pas un inconnu, Olivier Ama n'est pas un inconnu, à ce que je sache. Hier est intervenu notre doyen d'âge, Kofi Yamyan, il n'est pas un inconnu. Donc, nous les connaissons. Oui, finalement, lorsque vous dites que vous n'êtes pas associé, mais vous n'êtes pas associé, mais vous soutenez, est-ce que c'est pas contradictoire? Il n'y a rien de contradictoire. Dites-vous que, en tout cas, nous a dit, depuis le 25 mars 2024, nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme en disant que le virage vers la 5e République a été fait tellement brusquement que la voiture est en train de déraper. Nous l'avons dit. Et nous continuons de le dire. Donc, c'est un fait indéniable. Nous avons dit, nous, le contenu nous intéresse peu. Qu'on soit en régime parlementaire ou en régime, tout ça nous intéresse peu. Mais quel que soit le régime que nous choisissons, que ce soit de manière consensuelle, que ce soit de manière où tout le monde a été associé. Ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, par rapport à ces manifestations, est-ce que ce n'est pas une récupération politique que vous êtes en train de faire? Parce que vous ne pouvez pas et finalement, il y a quelque chose quelque part, puis vous vous alignez. Non, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Nous sommes des partis politiques. Et un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir par la voie légale des élections. Un parti politique n'incite pas à la révolte, il n'incite pas à la révolution. Bien sûr. Bien. Mais un parti politique est un observateur aigu de la situation politique. Alors, lorsqu'il se passe quelque chose d'aussi sérieux que ce qui est en train de se passer, il est normal qu'un parti politique ait son opinion, même si il n'est pas partie prenante, même si il ne doit pas chercher à récupérer, parce que la récupération politique est une autre chose. Mais se prononcer et dire, ah, ce qui se passe là, moi je suis de ce côté-ci. C'est important de le dire, et de le dire clairement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, partis politiques, nous continuons de nous battre parce que nous sommes des gens légalistes, nous sommes des gens pacifistes, nous nous sommes engagés à aller à l'élection. Comment je vais dire, les faucons de notre côté nous ont traités de tous les maux, mais nous savons ce que nous faisons des choses responsables. Mais nous ne pouvons pas nous taire à ce moment-ci où vraiment il y a des grands risques de dérapage dans le pays. Alors nous prenons position pour attirer l'attention de l'autre bord.
Voilà, on va laisser Edgar poser une question. Oui, et avant de poser la question à l'invité, je remarque tout simplement que le conseil spécial veut tout simplement nous dire qu'il y a des signes annonciateurs d'un chaos au Togo. Et il invite naturellement les sages des deux bords pour une concertation peut-être. Et que Adi aussi partage les préoccupations des jeunes qui, dans leur quotidien, constatent que tout est bloqué ou l'horizon est bouché. Moi, je crois que c'est ce que le conseil spécial était en train de nous dire. Mais, monsieur le conseiller, si ces jeunes crient, c'est qu'ils se disent qu'il y a donc un problème. Et au pays, comment trouvez-vous les solutions à tout ce qui ne va pas au Togo? Si j'avais vraiment des idées pour résoudre tous les problèmes qui se passent au Togo, je serais l'homme le plus béni du monde. Je veux dire que il y a tellement de problèmes qui s'accumulent. Si les jeunes crient, le premier mot qui sort de leur bouche et qui revient, c'est que nous avons faim. Mais quand ils disent ça, il y a des gens qui disent, mais c'est pas vrai au Togo. Mais au Togo, on a de la nourriture en abondance. On a l'agriculture qui marche. Alors, si le gouvernant dit, j'ai mis tout en œuvre pour que les gens n'aient pas faim, mais qu'il y a des gens qui crient à la famine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là le problème. Donc, le gouvernant dit, moi, j'ai donné des tracteurs, j'ai mis tout en œuvre pour que l'agriculture marche et tout. Et il y a des gens qui crient famine. Il y a des gens qui vont sur les dépotoirs ramasser de la nourriture. Mais c'est un véritable problème. Si le gouvernement ferme les yeux sur ces questions-là, il y a problème. Donc, nous disons que la jeunesse a raison de crier son ras-le-bol sur certains côtés. Je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit, monsieur Walla. Je n'ai pas encore parlé de chaos. Dans ma bouche, je n'ai pas prononcé le mot chaos. C'est vous qui l'avez prononcé. Bon, je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Parce que le chaos n'arrange personne. Le chaos n'arrange personne. Vous avez vu en Afrique du Sud, lorsqu'il s'est agi de lutter contre l'apartheid, et que l'homme providentiel comme Nelson Mandela est apparu, son génie a été d'empêcher l'Afrique du Sud d'aller vers le chaos. Parce qu'en Afrique du Sud, ils étaient dans une situation pire qu'au Togo. C'était les Noirs contre les Blancs. On pouvait dire, on n'a qu'à mettre les Blancs à la mer, on n'a qu'à les chasser, on n'a qu'à les tuer. On aurait pu dire ça. Mais Nelson Mandela a eu la sagesse de dire, non, pour réussir, nous devons bannir l'apartheid, mais nous devons remplacer l'apartheid par une société multiraciale. Et la notion d'arc-en-ciel est venue de là. Donc nous sommes au Togo dans un moment charnière où il faut faire extrêmement attention. Le panier de la ménagère n'est pas plein, les gens ont réellement faim, l'électricité devient de plus en plus chère. Le problème social est crucial au Togo. Et si le gouvernement veut fermer les yeux sur ça, alors il y a des risques, de gros risques. Et nous devons attirer l'attention sur ces questions-là. Avez-vous l'assurance, je reviens sur les manifestations-là, que les autorités compétentes sont informées de cette manifestation si vous soutenez cela? Elles sont informées. Elles sont informées des manifestations. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a des gens devant qui se sont signalés, on veut organiser tel. Bon, maintenant, est-ce qu'avec les autorités, ces organisateurs se sont entendus pour dire voilà où nous commençons, voilà où nous finissons, voilà à quelle heure nous commençons, voilà à quelle heure nous allons finir. Vous savez, il y a des moments cruciaux dans une société où le juridisme ne compte plus. Il y a des moments où le juridisme ne compte plus. Lorsque on entre dans une période trouble comme celle-ci, donner des arguments juridiques, c'est peine perdue. Ce qu'il faut, c'est des actes concrets qui calment la situation. Les actes juridiques ne comptent plus. Quand j'affirme
que les autorités sont au courant. Mais le gouvernement a fait un communiqué cette semaine. Et s'ils n'ont pas eu courant, ils ne peuvent pas faire un communiqué en disant « nous voulons qu'il y a des gens qui font ceci, nous attirons leur attention, qu'ils sont hors la loi et que s'ils le font, la loi va s'appliquer à eux. » Oui, mais est-ce que les canaux par lesquels les autorités devraient être informées, est-ce que cela a été fait? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Aujourd'hui, aucun gouvernement au monde ne doit ignorer la puissance des réseaux sociaux. Aucun. La puissance des réseaux sociaux est un fait nouveau qui s'impose à tout gouvernant. Et les gens doivent savoir comment réagir face à ça. Ce n'est pas en niant le fait. Est-ce que les réseaux sociaux, s'exprimer sur les réseaux sociaux signifie qu'il faut fouler au pied les lois? Parce que la liberté d'expression est là, il y a aussi la loi qui encadre cette liberté d'expression. Mathieu, j'étais en train de vous dire que le juridisme là, ce n'est pas maintenant qu'il faut le dire. Alors nous sommes dans une jungle finalement. Non, mais non, nous ne sommes pas encore dans la jungle. Non, nous ne sommes pas encore dans la jungle. Ah oui, il faut nous sommes des respecter gens, alors les lois. nous sommes devant des jeunes qui estiment que leur droit est de s'exprimer, quels que soient les moyens qu'ils utilisent. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière Voilà. pour ces jeunes de s'exprimer, de porter leurs revendications? Il n'y a pas une autre manière. De s'organiser. S'il y en avait, pour qu'il y ait au moins des leaders. S'il y en avait, je suis sûr qu'il l'aurait utilisé. Non, je suis certain. S'il y en avait, ils l'auraient utilisé. C'est qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens que ce moyen-là. Et alors, lorsqu'on leur oppose le juridisme et la loi, il y a problème. Et ils disent non, nous nous attachons à la Constitution de 1992. La Constitution dit ceci. C'est du juridisme. Chacun peut dire ce qu'il dit. Le gouvernement dit c'est ça, les jeunes disent c'est autre chose. Et on en est là. Et on est face à des jeunes. Quoi qu'on dise, ils sont décidés. Moi, je ne suis pas en train de dire allez-y, faites ceci ou cela. Alors, je ne sais même pas comment ils se sont organisés. Mais je dis, homme politique, je dois être inquiet de ce qui se passe et je dois prendre position. Je ne peux pas ne pas prendre position. Ça ne veut pas dire que vous lancez un appel quelconque. Que je leur dis, allez-y, faites ci, faites cela. Je ne veux pas diriger, je ne suis pas le... Oui, dans ce cas, alors, est-ce que le gouvernement peut laisser faire s'il y a de ces choses où on constate quand même que rien n'est respecté? Est-ce qu'un gouvernement responsable peut croiser les doigts et observer tout ça? Je n'ai pas dit ça non plus. Il appartient au gouvernement de prendre la mesure des choses et de chercher les solutions idoines. Il y en a certainement. Il y en a certainement. Si un gouvernement n'est pas capable de voir les choses qui se passent et de dire nous pensons que c'est ceci qu'il faut faire ou qu'il faut faire ceci pour nous en sortir, alors là c'est grave. Moi je pense qu'il doit avoir des solutions idoines. Toujours est-il une chose, si les deux bords sont calés sur leur position radicale, comme ça se passe actuellement, nous courons vers la catastrophe. Et ça c'est pas bien. Oui, je dis justement que ceux qui sont en face du gouvernement, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont-ils. Mais bon, on ne les voit pas. Normalement, il faut que le gouvernement ait quand même, c'est pourquoi je disais, il faut quand même informer que nous voulons faire tel là. On sait qui a informé. On sait en cas de besoin avec qui il faut discuter. Aujourd'hui, on n'a pas cela. Alors, le problème. Le gouvernement considère que c'est une anarchie. Le problème, c'est que ceux qui font ça considèrent que des approches de dialogue de ce genre que vous parlez ont échoué par le passé. C'est ça le problème. Ils le disent clairement. Et ils disent non. Les approches de solutions qui consistent à nous réunir dans un hôtel avec des gens pour dire voilà, on négocie, on fait dialogue, on écrit des choses. Ça a échoué par le passé. Nous, on n'en veut plus. Ça veut dire qu'il faut que le génie humain doit trouver autre chose que de faire d'enfermer des protagonistes. Quand vous dites on ne les connaît pas, ça je vous dis non, Mathieu, on les connaît. Oui, non, ce que je veux dire... Ça dit, quand Mathieu Diane ne les connaît pas, y a-t-il un leader? Y a-t-il quelqu'un qui prend la tête de cette lutte? Oui, il n'y a pas un leader, mais il y a des leaders. Et nous les connaissons. Nous les connaissons. Actuellement, ils ne sont pas cachés. Oui, mais si aujourd'hui, si le gouvernement lance un appel, bon, on veut vous rencontrer demain. Le gouvernement verra qui? Ce n'est certainement pas ce qu'ils attendent du gouvernement. Alors, puisqu'ils l'ont dit. Alors, ils veulent quoi? C'est ça le souci. Et c'est à ce moment que le gouvernement aussi se dira, mais je ne vais pas le laisser faire. Le gouvernement
doit innover en matière d'approche de solution. Il faut innover en matière d'approche de solution. Ce que nous avions fait par le passé, avec 2017, où on a appelé la CEDEAO, on a appelé les gens, on s'est enfermé à l'hôtel du 2 février. Après, nous sommes sortis de là. On nous a accusés d'avoir pris 30 millions. Ça ne peut pas marcher. Cette formule-là est caduque. Bon, si Hadi était au gouvernement, que proposerait-il à l'équipe gouvernementale? Dans la situation actuelle. D'abord, c'est prendre la mesure de la situation. Ne pas commencer à dire que, ne pas considérer que tous ces gens-là, ce ne sont que des voyous qui s'agitent. Non, mais est-ce que quelqu'un l'a dit? Bon, c'est moi qui prononce le mot voyou, mais c'est une parodie de ce qui se passe. Voilà. On entend que c'est déjà manipulé, que non. Moi, j'ai vu, on a réuni, moi je suis conseiller municipal à Gognevé, Oui. on a réuni les femmes du marché d'Agognevé avant-hier. On leur a dit, vous savez, il ne se passera rien. Venez au marché, vendez comme s'il n'était rien. Ah, vous voyez, c'est ce comportement-là. Oui, mais dans la mesure où le gouvernement n'a pas en face un responsable, je crois que c'est des discours qu'il faut tenir. Le gouvernement se chargera alors d'assurer la sécurité de ceux qui vont vaquer à les occupations. Mathieu, c'est la position classique du gouvernement de consister à dire qu'on n'a pas de gens en face. Je vous ai cité des noms, ils les connaissent. Qui ne connaît pas le Ama Olivier Ama? Qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas Kofi Nyamnyan? Qui ne connaît pas Ferdinand Aïté? On les connaît. Alors, qu'on ne me dise pas qu'on ne les connaît pas, moi je les connais, le gouvernement les connaît aussi. Mais seulement quand on considère ipso facto ces gens-là comme des personnes manipulées qui ne représentent rien dans la société, c'est là le problème. C'est là le problème. Ce sont des Togolais. Moi, j'ai participé en tant qu'Adi à toutes les négociations. J'ai participé de Togo Télécom 1, Togo Télécom 2. J'ai été président d'une session de Togo Télécom 2. Mais tous ces efforts ont échoué à la longue. Pourquoi? Parce que les conclusions qui sortent de toutes ces assises-là ne sont pas mises en œuvre. C'est la vérité. Donc, voilà. Il ne faut pas que le gouvernement se cache la face et dise on ne les connaît pas. On les connaît bien. Et donc, la méthode qui consiste tout simplement à les réunir dans un hôtel et puis leur dire, bon, voilà, on négocie comme ça, ne marche plus. Il faut trouver autre chose. Est-ce la position du président du conseil qui est dans un silence absolu vous inquiète? C'est la chose la plus inquiétante qui soit. Et ça a toujours été comme ça. Il est impassable que dans cette situation-là, celui qui représente l'État aujourd'hui se taise. Et ça a été comme ça en 2017. Il ne s'est jamais impliqué directement dans aucune négociation. Jamais. Mais c'est un problème. Oui, c'est ce que je dis. Dans le cas de figure, si on connaît, bon, comme vous n'aimez pas que je dise qu'on connaît, si en face on a des gens avec qui on peut discuter, qui sont là sur place, bon, on comprend. Là, peut-être que le président du conseil sait à qui il va s'adresser. Non, mais l'exemple qu'il donne en 2017, on connaissait le meneur Tchikou Tchadam. Il n'a jamais été... On connaissait les gens. Il n'est pas venu à un bon de discussion. On a discuté à sa place. Et puis voilà. Rien ça n'a abouti à rien. Le souci également, si vous êtes dans la posture de dire je veux qu'on discute, on va discuter. Mais quand vous êtes dans la posture de dire je ne veux voir personne, là aussi c'est un souci. Celui que vous ne voulez pas voir, lui aussi se prépare. Est-ce que quelqu'un a dit je ne veux voir personne? Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire ça. Ah oui? Non. Mais on a entendu en 2017, les gens disent oui, on veut une transition, on ne veut plus voir certains aux affaires, nous on veut une transition. Quand vous êtes dans cette posture, votre adversaire aussi se prépare. Quand on se cabre sur les discussions, on en arrive là. On en arrive au fait que les gens deviennent radicaux et disent nous ne voulons plus voir. Nous ne voulons plus voir celui qui est la cause principale de ce que nous sommes. C'est ça le problème. On va marquer la pause, on revient, on va aborder un autre sujet. Mais il y a un auditeur qui nous dit dans un pays, en principe, le président allait prendre la parole pour s'adresser à la nation. Bon, c'est votre position que nous respectons. On marque la pause.
Voilà, retour dans cette émission avec notre invité, Dr Nangbadia Kampatib, qui est le président spécial, le conseil spécial du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. On va passer à un autre sujet. Cette fois-ci, on va parler des élections municipales qui arrivent à grands pas. Comment l'ADI se prépare à ces élections, pour ces élections, Dr Kampatib? Le parti ADI est un parti d'opposition qui s'est donné pour principale arme, l'arme des élections, a toujours voulu s'engager dans les élections en espérant que, malgré les difficultés qu'on a connues, les choses s'amélioreraient. Mais à l'orée de ces élections municipales, force est de constater que les choses, loin de s'améliorer, s'empirent. Première chose, première question, sans revenir au cas spécifique dont je vais parler. Il est impossible de comprendre pourquoi on va à pas forcer vers ces élections municipales qui auraient pu attendre. Nous venons Est-ce que quelque chose est forcé ici? Bien sûr, quelque chose est forcé. Je vous assure qu'il n'y avait rien de presse pour qu'on organise ces élections en juin. Rien. Mais les conseillers élus en 2019 sont arrivés. Oui, les dispositions légales existent qui permettent de prolonger, de faire des élections à un différent moment. Soit ceux qui sont en place assurent l'exécution courante si c'est une translation de 2-3 mois, soit il y a une impossibilité qui dépasse 6 mois et on met en place ce qu'on appelle une délégation spéciale. C'est connu, c'est une modalité légale qui existe. Donc, il n'y a aucun justificatif à vouloir précipiter les élections. Et les précipiter dans des conditions légalement discutables. N'oublions pas que le gouvernement est en période intérimaire. Les ministres actuels sont chargés d'expédier les affaires courantes. Organiser des élections ne font pas partie d'affaires courantes. C'est un enjeu tellement puissant. Il y a la commission électorale nationale indépendante qui le fait. Oh mon Dieu. Notre commission électorale dite indépendante est fortement en lien avec le ministère de l'administration territoriale. Non. Nous disons... Mais l'organisateur, l'organisation, la supervision, c'est l'affaire de la CENI. Nous disons ce que nous savons. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et à l'application de la loi. C'est c'est 3 choses souvent différentes. Nous disons ce qui se passe actuellement sur le terrain. Oui, Edgar. Du conseil spécial, actuellement le ministre de l'administration territoriale, disons, il a mis fin à sa tournée le vendredi dernier et à la rencontre des chefs traditionnels. Donc je crois et il a parlé d'élections d'élections municipales. Oui. Ça veut dire que le ministre est toujours en train de s'impliquer davantage dans l'organisation. C'est son rôle. Je crois qu'il est dans son rôle. Mais maintenant, on est dans la période transitoire où c'est peut-être quelques paperasses à signer. Non, mais ça n'empêche pas quand même de mener une campagne d'affaires. Non, je vous assure. C'est son job. Je vous assure, je le souligne, c'est une anomalie. Bon, acceptons que c'est une anomalie. Parce que un gouvernement intérimaire ne peut pas organiser des élections. Ça, c'est clair. Docteur, je dis c'est un rôle. Non, le ministère n'organise pas. Si. Il y a la CENI qui organise, qui supervise. Le gouvernement appuie financièrement. C'est mis que la CENI organise en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale. C'est une collaboration. Mais oui, mais c'est une collaboration où le rapport des forces est au niveau de l'administration. Bon, ça c'est un premier cas. On peut continuer. Maintenant, pourquoi on précipite pour dire que c'est le 17 juillet au truc? Au niveau du CCP, comment on appelle ça là? Oui, CPC. CPC plutôt, pas CPC. J'ai toujours du mal. Le plaidoyer a été fait pour qu'on reporte ces élections. Mais c'est le gouvernement qui a eu le dernier mot. Et on a fait juste une petite translation d'une semaine qui ne signifiait rien du tout pour résoudre tous les problèmes. Mais
Bon, on est allé à pas forcer. Maintenant, je vais très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé les gens à poser leur candidature. Nous nous sommes dépêchés de le faire. Dites-vous une chose. Les listes définitives, la Commission électorale nationale l'affiche un jeudi soir à 19h. Nous sommes à la veille de la Tabaski. Et la CELI fait sortir un communiqué, le communiqué numéro 24, lisez ça. Ils écrivent dessus, les recours doivent être faits immédiatement. Immédiatement. Nous n'avons pas compris ce que ça veut dire. Et la Cour suprême, la Chambre de la Cour suprême, a 72 heures pour se prononcer dessus et pour vider les recours. Voilà. Nous nous précipitons. Et on nous dit, en même temps dans ce communiqué, les cautions doivent être payées dans les 72 heures. C'est-à-dire le dimanche. Non, bon, tous ces détails, je crois que vous l'avez fait. Est-ce qu'il faut revenir sur tous ces détails? Vous l'avez fait. Je sais que vous allez voir les conséquences de la précipitation. Nous l'avons fait dans la précipitation et tous les partis l'ont fait dans la précipitation. Et le vendredi était férié, le samedi férié, le dimanche férié, le lundi férié. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer les cautions? Mais vous saviez que les élections arrivaient? Oui. Alors, je sais que les élections arrivent, je prépare mes cautions, bien sûr. Je les mets en banque. Parce que vous saviez qu'en 2025, je dois avoir les municipales. Non, je les mets en banque. Et j'attends pour les sécuriser. Pour les sécuriser. Le samedi est férié, la banque est fermée. Je fais comment pour retirer mes sous pour aller payer? Ah oui. Donc, on a fait tout ça dans la précipitation. Résultat, on a réussi à le faire. Maintenant, les délais de recours sont très courts. On a essayé. On publie une première liste provisoire. Je reviens à une spécificité de la commune de Tonne 1. On publie une première liste provisoire. Nous constatons sur la liste provisoire que le membre uni de la CELI est sur la liste des candidats. Un des membres, le deuxième sur la liste, je ne vais plus donner le nom circule partout. Il n'avait pas démissionné. Il n'avait pas vous avez rendu public un communiqué. Il n'avait pas démissionné à ce moment-là. Il était sur la liste, lui-même qui a traité les dossiers. Il n'avait pas démissionné. C'est à ce moment, nous n'avions que 2 jours pour faire le recours. Nous avons fait le recours. Vous l'avez fait? Bien sûr, dans le temps. Nous avons fait le recours. Et finalement, les choses ne sont plus pressées. allez-y, docteur. Allez-y. On nous a pressé. D'accord, allez-y. Nous avons fait le recours. Et notre recours a été reçu et validé. Résultat, quand on publie la liste définitive, on a invalidé une de nos listes dans l'Oti Sud, 2 de nos listes dans Wawa et dans le Sud, et on a invalidé la liste d'UNIR dans Tonne 1. Grâce à votre recours? À notre recours. Notre recours a été accepté et on l'a invalidé. Vous avez eu même... on a arrêté. On a les arrêtés de tout ça. Bon, pas de problème. Donc c'est le recours qui a été pris. Et les choses s'enclenchent normalement. Au point que on arrive au 12 où on a les listes définitives et on nous convoque pour faire les formalités et tout. Les tirages au sort. Comment ça? Les tirages au sort. Ça semble tout aller dans l'ordre. Et puis tout d'un coup, la semaine dernière, la Cour suprême sort un autre arrêté qui annule tous les arrêtés, qui publie une nouvelle liste d'UNIR sur laquelle se trouve encore la personne que nous avons contestée. Est-ce que finalement elle n'a pas démissionné? Peut-être qu'elle a démissionné. Elle a démissionné entre-temps. Voilà. Non. Mais quelle démission? Au lieu de démissionner de la liste, elle a démissionné de la CELI. Oui. Mais en restant sur la liste. Bien sûr. Donc ça veut dire que... C'est illégal.
Parce que Oui. on ne peut pas démissionner une fois que la liste est invalidée, c'est illégal. Parce que ce que dit la loi, c'est que si tu es membre de la CELI, si tu veux être candidat, tu démissionnes 3 mois avant. Donc, avoir démissionné le 7 juin n'efface pas son inéligibilité. Et il est encore sur la liste. Et donc, la Cour suprême se dédie et recommande une nouvelle liste d'UNIR qui non seulement comporte celui-là, mais entre-temps, ils ont remplacé des gens sur la liste, ce qui est aussi une illégalité. Voilà le problème. Alors, vous avez encore porté plainte? Bien sûr. D'accord, ok. Donc on va attendre. On a encore fait le recours. D'accord, on va encore attendre. Mais en faisant ce recours-là, je dois vous dire que nous avons perdu confiance à l'instance qui doit dire le droit. Dans un premier temps, elle a dit le droit, nous étions contents, et puis dans un deuxième temps, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Elle a dit quelque chose que nous estimons faisant un peu hors la loi, quoi. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Si un juriste peut m'expliquer ce qui s'est passé, je suis obligé. Je voudrais bien l'écouter. D'accord. Vraiment, voilà. D'accord. Oui, vous avez perdu confiance au processus, mais il y a un sujet qui vous intéresse, le renouvellement de la CENI. Je crois que des leaders demandent que le processus soit suspendu en attendant de régler la question de la CENI. Que pensez-vous de cette situation? On a eu des réactions comme ça. Attendez, je n'ai pas très bien compris. Non, la semaine dernière, il y a des leaders qui demandent qu'on suspende le processus électoral et régler le problème du renouvellement de la CENI avant. Je viendrai à ça. Oui. Moi, je serai plus explicite à la proposition que je désire faire. Mais ce qui se concerne le renouvellement de la CENI, est-ce que vous pouvez vous imaginer que cette demande est là depuis les élections de 2024, c'est-à-dire à la fin des législatives? Nous avons dit, la CENI a fini son travail depuis, il est temps de la renouveler. Mais ça a tourné. Et qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Le ministre de l'administration dit, c'est l'Assemblée. Moi, j'ai fait ce qu'il faut pour amener à l'Assemblée. Mais est-ce qu'entre-temps, on vous a demandé quand même des candidatures? On nous a demandé ça il y a 2 semaines. Donc, ce qui veut dire que c'est en train, le processus est en cours. Nous pensons que le processus est en cours, mais l'Assemblée n'a pas mis ça encore à l'ordre du jour. Et nous sommes là. Est-ce que c'est l'ancienne CELI qui va continuer? Est-ce que c'est une nouvelle? Voilà aussi une situation un peu bizarre. Je ne sais pas. Non, mais au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y a une situation bizarre? Si l'ancienne CENI est en place, elle fait le job, et en attendant qu'elle soit renouvelée, est-ce que... Je vais vous dire là où c'est bizarre. Nos partis a dit, nous étions partis extra-parlementaires. Oui. Et à ce titre, nous n'avions droit qu'à 17 CELI sur l'ensemble du territoire. Donc cette distribution reste encore maintenant. Et maintenant, nous sommes partis parlementaires. Si on renouvelle la CELI, le la quota distribution va augmenter. changer. Bon, je ne sais pas si ça va augmenter parce qu'il y a le Sénat qui s'ajoute. Qui s'ajoute, voilà. Mais ça va changer. Nous sommes dans une situation bizarre. Par exemple, je le dis clairement, je suis candidat dans Agouanivé 1. Actuellement, je suis tête de liste dans Agouanivé 1. Mais je n'ai pas de membre de CELI. Je ne peux pas avoir de membre de bureau de vote. Vous voyez? Alors que dans la logique, vous devriez en avoir. Je devrais en avoir. D'accord. Voilà tout cela va se corriger avant mais je ne sais pas si ça va se corriger. Donc, s'il y a des gens qui réclament ce que vous venez de dire, c'est raisonnable, c'est normal qu'on suspende le processus électoral. Mais moi, je dirais en clôture qu'il y a beaucoup trop de raisons qui demandent qu'on suspende, qu'on reporte. Si vous voulez, je les avance en même temps. Nous venons de faire 6 ans d'une expérimentation. On va parler de cela. Restons encore au niveau des élections. Vous serez en solo ou vous avez fait des alliances? Bon, ici, nous avons réussi à faire des alliances. Ah oui. Les alliances ne sont pas faciles. On a toujours dit que les partis d'opposition ne veulent pas s'unir. Nous avons tenté l'expérience. Ça n'a pas été facile. Mais enfin, nous avons réussi. Nous sommes ADI, DMP et KA pour faire la liste d'Agouanivé 1 que je dirige. Et nous avons la même alliance dans Agouanivé 2, dont le leader serait la DMP. Donc, nous avons réussi un coup de force de faire cette alliance-là. Mais bon. Malheureusement,
il y a quand même certains partis de l'opposition qui vont s'affronter lors de ces élections. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'opposition? On a Il y a souvent, plusieurs listes des partis de on l'opposition. a souvent discuté cette question de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne saurais me prononcer formellement sur la question est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Parce que il faut qu'on distingue plusieurs choses. Il faut qu'on distingue le fait que les élections municipales au Togo sont fondées sur les aspects partisans. C'est une erreur de départ. Les élections locales locales. ne doivent pas être fondées sur des éléments partisans, c'est-à-dire sur des partis politiques. Au Ghana, à côté, les partis politiques ne s'affrontent que aux législatives. Au local, c'est des personnalités, parce que c'est la collectivité locale. Les gens se connaissent. C'est les personnalités qui se connaissent, qui forment leur groupe et qui veulent aller. Et puis, c'est pas une proportionnelle, c'est une élection à 2 tours simple. Et donc, les partis n'interviennent pas. C'est au niveau local. Donc, ici, malheureusement, les partis interviennent. Je suis au regret de dire que c'est comme ça. Mais, si beaucoup de listes se font, c'est à l'avantage de l'électeur, qui a un choix, une panoplie de choix importante de personnalités diverses. Et donc, lorsqu'il y a 10 listes et qu'il y a 100 000 électeurs, le quotient électoral, c'est 10 000, je crois. 10 000 électeurs. Bon, il y a beaucoup de partis qui peuvent réunir 10 000 électeurs. On va avoir un conseil municipal très diversifié, pluriel, et qui répond aux aspirations des différentes populations. Là, c'est une bonne chose. Mais quand on considère ça sur le plan partisan, on te dit c'est les partis politiques qui doivent gérer la collectivité locale, ce n'est pas bon que les voix soient dispersées. Voilà le problème. Mais nous sommes dans une situation transitoire. Ça me ramènera à ce que je disais par rapport à la fin. On va aller sur en tout cas la fin du mandat des conseillers municipaux actuels. Si Edgar peut balancer la première question. Les conseillers municipaux élus en juin 2019 sont en fin de mandat. Ils seront remplacés après les élections du 17 juillet prochain. Et vous êtes un conseiller municipal à Gagnivé 1. Avez-vous fait le bilan de votre gestion? Oui. J'ai fait le bilan de ma participation en tant que conseiller au conseil municipal, personnellement. Nous sommes réunis en conseil pour faire le point de ce que le conseil dans sa globalité a fait. Nous avons un rapport sur ça pour ce qui est d'Agonyévé 1. Et nous pouvons vraiment dire que nous avons fait des petites choses qui sont acceptables conformément au budget qu'on a à gérer. Il ne faut pas croire que les choses se font de manière aussi simple. Nous sommes fortement gérés par les conseillers financiers. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et vous dire, vous voulez goudronner une route, par exemple. Pour goudronner une route au Togo, 1 kilomètre vaut 1,2 milliard. Vous voyez? Et le budget de ma commune, le budget est de 1,5 milliard. Alors, est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre 1,2 milliard pour goudronner une route? Vous ne pouvez pas, donc vous ne pourrez pas goudronner une route. Ensuite, actuellement, il est interdit aux municipalités de faire des prêts. Vous ne pouvez pas faire un prêt d'une institution bancaire pour goudronner une route, quitte à le payer. Même en tant que personne morale? Même en tant que personne morale, pour l'instant, c'est interdit, c'est pas autorisé. Donc, voilà les contraintes. Donc, nonobstant ces contraintes, nous pouvons dire qu'on a pu faire des choses, arranger quelques rues, construire des écoles, enfin, arranger les toits des écoles, construire des enceintes, construire 2 terrains de sport, et puis
ce qui fait ma fierté, nous avons construit un hôpital d'enfants. Quand même. Et comme je suis médecin, je mets ça aussi un peu sur le compte de mon action en tant que médecin dans l'équipe, puisque j'ai orienté, j'ai pas mon argent, j'ai pas utilisé mon argent pour le construire, mais j'ai orienté les choses pour que cet hôpital d'enfants ait le jour. Donc, mais pensez-vous que les populations sont satisfaites de cette première expérience de la communalisation? Je ne peux pas le dire, parce que nous n'avons fait aucune évaluation. C'est ce que je disais au début. Je dis cette première expérience de 6 ans devrait aboutir normalement à une évaluation nationale de l'expérience pour voir si est-ce qu'elle vaut la peine d'être continuée dans cette formule-là où il faut varier. Parce que nous avons opté pour une communalisation intégrale qui fait 117 communes. Il y a des communes qui sont non viables. Il y a des communes, pendant ces 6 ans, n'ont pas pu payer même le jeton de présence des conseillers. Donc, ça méritait qu'on s'arrête et qu'on fasse une évaluation, qu'on regarde les choses et qu'on voit comment réorienter le prochain mandat. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, je ne peux pas... Peut-être que ça ne s'est pas encore fait. Ça ne s'est pas fait puisqu'on a déjà fixé les élections. Notre processus qui est enclenché. Ça, c'est pas fait. Et je dis que ça, c'est pour ça que je ne peux pas dire si ma population est satisfaite ou non. Parce que pour que la situation soit satisfaite, il faut avoir fait une évaluation scientifique. Il y a des méthodes pour ça, pour interviewer la population et pour voir si elle est satisfaite. Je ne sais pas si ma population est satisfaite. Voilà le problème. Est-ce que vous avez émis ce vœu-là à l'endroit de votre ministère de tutelle? Vous savez, pour émettre, il faut que vous ayez la parole. Il faut que vous ayez la parole. Vous avez la parole à l'Assemblée. Vous avez 2 représentants, on l'a dit à 2 représentants au Parlement, pardon, à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas à l'Assemblée. Même au niveau du Sénat, vous en avez. Je ne suis pas encore à l'Assemblée. Le Sénat qui est la voix. Je ne suis pas à l'Assemblée. Je voudrais vous dire comment les choses se passent. C'est triste. Même quand on est député à l'Assemblée, il faut avoir l'occasion de présenter quelque chose. Comptez le nombre de sessions que cette Assemblée a eu depuis avril qui sont. Vous pouvez compter. Oui, aujourd'hui, donc il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour améliorer les choses? Vous avez des propositions. Je veux parler justement de la communalisation. Moi, j'étais député au moment où on a voté la loi sur la communalisation. Et j'étais foncièrement opposé à une communalisation intégrale. Est-ce qu'ils ont appelé la communalisation intégrale? Une commune, un député, non, c'est plus compliqué que ça. C'est un canton, une commune, voilà, certaines choses. Voilà. Ici à Akoué, c'est ça, mais chez nous, on regroupe des cantons. On a 117 communes. Au Bénin, 2 fois plus de population, je crois qu'ils ont 30, je sais plus, je ne connais pas le nombre communes. Vous voyez, moi j'étais pour une communalisation progressive. Dans le temps, on avait déjà des communes, des grandes agglomérations comme Dapon, comme Soukodé, comme Kara, étaient des communes, mais les autres étaient directement liés, gérés par un conseil de préfecture. Vous voyez? Donc, on aurait pu concevoir une communalisation progressive en prenant de grosses agglomérations viables pour en faire des communes et laisser les autres... Ce qui était avant les communes de plein exercice. On pouvait les prendre pour faire l'expérience et laisser les autres encore sous un conseil de préfecture. Mais on a voulu supprimer le niveau préfectoral. On l'a supprimé. Quand on parle de la commune, on va à la région, point final. Donc, c'est tout ça, on aurait dû nous arrêter, faire l'évaluation et dire, bon, il est bon de continuer comme ça, ou bien il est bon de rectifier, etc., etc. On ne l'a pas fait. Et si moi, j'avais mon mot à dire, au jour d'aujourd'hui, c'était d'arrêter ce processus. Et de prendre le temps d'évaluer ce qui a été fait et de voir s'il faut continuer comme ça. Et aussi d'effacer la coloration politique. Et si on peut. Moi, je suis pour qu'on efface la coloration politique au niveau communal. Qu'on laisse les gens pouvoir parler entre eux, qu'il n'y ait pas d'animosité. Celui-ci a dit on ne peut pas travailler ensemble. Mais est-ce que ça a été le cas? Il y a certaines communes
communes où ça a été le cas. Je peux affirmer que dans Tonne 1, ça a été le cas. Ici, à Gognevé, nous avons temporisé parce qu'on avait quand même une voix qui portait un peu plus. L'opposition, on était représenté à 7 ou 8. À Gognevé 1, on a joué vraiment la collaboration. Mais dans les communes de l'intérieur, mon Dieu, il est écrit dans le texte, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le texte, on dit, si on fait le bureau de la commune, si le maire est du parti majoritaire, l'adjoint doit être du parti majoritaire. S'il doit avoir 2 adjoints ou 3 adjoints, les autres adjoints, on doit considérer les autres partis politiques. Ça n'a jamais été le cas dans Tonne 1. Jamais. Adi n'a jamais eu un poste ni de commission, ni de jamais. Même jusqu'au régional. C'est pareil. Les gens ont tout pris. Il ira tout prix. On prend tout. Nous sommes forts, on prend tout. Mais voilà. Non, donc, on devait... Il y a eu des élections pour mettre en place les maires et les adjoints, tout ça. Oui, mais c'est lors de ces élections que devrait être appliquée la loi. La loi n'a pas été appliquée. La loi n'a pas été appliquée. Voilà. Dans Tonne 1 et dans la région, rien. La loi n'a pas été appliquée. Adi n'a rien eu. Vous êtes conseiller à Gognevé 1, mais vous vous intéressez beaucoup mais c'est ma à la commune Tonne 1. Là où se trouvent aussi les autres élus de son parti politique. Non, mais nous sommes un parti politique, on s'intéresse au travail de tout le parti. Donc, non, dans le travail que j'ai fait à Gognevé ici, je peux dire que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Le maire était assez consensuel. Mais les difficultés, c'était quoi? C'était quoi? Il y a eu des difficultés, mais bon, les difficultés tiennent au fait que souvent... On revient, on va parler des difficultés et puis on va donner la parole aux éditeurs. À tout à l'heure. Bien, on va terminer rapidement avec notre invité, puis les auditeurs vont intervenir. Nous sommes avec Dr Nangbaja Kampatib, conseiller spécial du président de l'ADI. Dr Kampatib, on parlait des difficultés que vous avez rencontrées dans la gestion des communes. Est-ce qu'on peut rapidement en parler en quelques minutes? Oh oui. L'une des premières difficultés de la gestion des communes, c'est le manque de ressources. C'est-à-dire que même en mobilisant toutes les ressources fiscales et non fiscales, on boucle des budgets tellement à limite qu'elle ne permet pas des réalisations qui seraient conformes aux attentes de la population. Et je donne un exemple. Pour même arranger une ruelle de 1 kilomètre, l'idéal aurait été, vous connaissez à Gognevé, on a les grands axes et puis on a les grandes rues qui vont du marché d'Agognevé au Camphire par exemple. Ces rues-là ont besoin d'être goudronnées pour être convenables. Mais voilà la réalité. C'est 1 kilomètre à peu près. 1 kilomètre de goudron au Togo actuel, ça coûte 1,2 milliard. Aucune commune, je ne sais pas, la commune Golfe 4 de choses, oui, Golfe 4, je ne sais pas. Aucune commune au Togo n'est capable de mobiliser 1,2 milliard pour goudronner une rue. Ma commune d'Agognevé 1 a toujours eu un budget annuel d'autour de 1,5 milliard. Vous avez l'appui des fonds FACT. Revenons au fonds FACT. 30 millions, 32 millions par an pour ce qui est d'Agognevé. Voilà. Donc, ça ne suffit pas. Donc, nous ne pouvons pas goudronner. Même pour charger. Au moins ça. Oui. Parce que là, les populations vous attendaient beaucoup. Oui. En saison pluvieuse, oui. Il y a beaucoup nous de choses sur les voies secondaires. Nous avons chargé, rechargé, chargé. Mais charger une rue comme ça, là, ça dure un an. Puis après, la pluie vient tout racler. Et vous ne pouvez pas faire des emprunts. Dans la réglementation, c'est interdit aux communes d'emprunter de l'argent. Donc, on ne peut pas prendre de l'argent dans une banque et goudronner pour... Donc, la première difficulté qui est pour toutes les communes, c'est le manque de ressources financières. C'est ça qui fait que morceler les communes pour faire des petites communes
comme, je ne sais pas, qui sont non viables, qui n'arrivent pas à même payer les conseillers, c'est un gros problème. Donc c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est la gestion partisane des conseils municipaux. C'est-à-dire que il y a une concurrence des partis. Il y a le parti au pouvoir, il y a les partis d'opposition, il y a les partages des commissions et tout ça. Ça crée des difficultés qui font que les communes ne marchent pas comme il faudrait aller. Ça, ce n'est que des petites choses que je voulais vous montrer. Maintenant, quand vous avez ça, vous êtes en face à la population qui, elle, attendait de vous beaucoup de choses. Et vous ne pouvez pas remplir tous les besoins. À Gonyévé, chaque année, on réunit la population pour dire quels sont vos besoins. On récolte les besoins des populations et puis après, il faut serrer. On enlève ceci, on enlève ceci, on enlève ceci et finalement, on n'a que des mécontents. Voilà comment les choses se passent. Et ça n'a pas été évalué pour voir comment corriger ça, comment faire en sorte que ça marche mieux. Voilà, on va donner la parole aux auditeurs. Voilà, je rappelle que nous sommes avec le conseil spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Et comme vous le savez, on va lui poser des questions si vous en avez justement. 92 77 66 66 96 30 66 66. Le tout premier, bonjour. Bonjour, grand frère. Oui. Je m'appelle Abalbedo. Oui, présentez-vous. Yves depuis Abalbedo. Yves. Yves. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour, grand frère. Bonjour le conseiller qui est avec vous. Voilà, posez des questions au conseiller, s'il vous plaît. Je l'ai suivi sur ce qu'il vient de dire. Maintenant, moi, quand j'appelle souvent, je m'adresse toujours au rentrée du marché des tortilles qui est tout près ici. Comment? Le marché des tortilles. Oui. En face, au feu rouge. Oui. Il y a un flaque d'eau qui reste là-bas, ça fait pratiquement 5 à 6 ans. Maintenant, qui il faut s'adresser pour pouvoir régler ce problème-là. Mais quand il pleut, nos mamans souffrent avant d'aller au marché. Qui il faut s'adresser, grand frère Mathieu? Ou bien tu avais passé au niveau de Tati? Oui, je connais le lieu dont vous parlez. En principe, c'est Golf 5, je crois. C'est Golf 5 avec le maire Abouka. Oui. Mais qui doit faire ce travail là pour nous, monsieur Mathieu? Non, est-ce que vous avez fait une descente au siège de la mairie, peut-être pour voir les services techniques? Les services techniques passent matin, midi, soir. Elle me vient chercher le ticket là-bas. Si le monde est là-bas, monsieur Abouka va pas parler qu'on appelle sa limousine. Oui. Mais c'est pas un coin qui est caché, monsieur Mathieu. Si c'est un coin qui est caché là, ça se comprend. Ça passe de qu'on a le. C'est-à-dire, c'est en plein vide. En face de Pucette. Bon, peut-être que, Yves, peut-être que le problème que vous êtes en train de soulever va permettre quand même aux autorités de faire un tour et de trouver surtout une solution, surtout que vous dites qu'elles sont au courant. Merci beaucoup, merci à Yves, et nous prions vivement les services techniques de la mairie d'Aflao Gakli de la commune Golf 5 de prendre les dispositions pour cela. On va donner la parole au conseiller ici tout à l'heure, mais on va prendre d'autres personnes d'abord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Garou. Bonjour à notre invité. Oui. Bonjour. Vous savez, moi je suis d'accord. Si on interdit aux communes de ne pas prêter de l'argent, ils vont aller prêter de l'argent, lapider ça et c'est la population qui va payer après. Bon, secondo, moi je voudrais parler à propos de la marche là. Vous savez, entre-temps, je crois que c'est hier, le ministre Bara parlait de dialogue. Moi aussi j'ai toujours proposé dialogue entre le PC et l'opposition directe. Le témoin sera seulement sur la table la Bible, le Coran et même le vaudou, directement avec le PC. D'accord, on a compris, M. Garou. Nous souhaitons vraiment qu'on pose des questions, qu'on soulève des inquiétudes pour que le conseiller du président de la DIR, là, il est en même temps conseiller municipal. Je crois qu'il faut lui poser des questions pour... Allô? Oui, allô, Mathieu. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Yushua. Oui, monsieur Yushua. Mathieu. Oui, pasteur Yushua, c'est ça? Oui, évangéliste. Évangéliste Yushua, oui. Oui, mais permettez-moi. Oui, vous nous appelez d'où là? Rappelez-nous. Zanguera. Zanguera, oui, Zanguera. Yushua Zanguera. Oui.
Et avant de poser ma question, laissez-moi de faire un petit rappel, quoi. Là, on va aller très vite. Oui, ok. Et vous vous rappelez, j'avais appelé comme ça le recensement. Qu'il y a des gens qui étaient restés dans les rangs. Et puis votre invité m'avait répondu que je mentais. Dernièrement aussi, j'avais appelé disant que l'opposition a été muselée. Et c'était vous-même qui avez dit que si nous voulons manifester, d'aller nous adresser aux autorités. Ok, maintenant là, moi en tant qu'enseignant de ECM, j'ai conseillé aux enfants d'aller se faire recenser. Les enfants m'ont répondu, oh monsieur, allez se faire recenser au Togo, on ne va pas voter. J'ai tout fait pour qu'ils aillent. Les enfants étaient arrivés là-bas, on leur a fermé la porte au nez. Ils avaient fait au moins 5 jours, disons, là-bas. 2 jours, enfants de terminale et de première. Le gouvernement avait fermé la porte à leur nez. Maintenant, ce sont ces jeunes-là, les réseaux sociaux maintenant, qui voulaient rendre compte à ce même gouvernement. Maintenant, ne veut voter dans un état voyou. On ne fait que des voyous. J'espère que vous ne dites pas que notre état est voyou, s'il vous plaît. J'espère que ce n'est pas ça que vous êtes en train de dire. Posez votre question à notre invité. Il est parti. Je suis désolé pour Yeshua. S'il y a quelqu'un derrière. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est Benoît? Oui, grand frère, c'est moi. D'accord. Benoît Dagoué, allez-y. Oui, bonjour à votre invité. Oui. Bonjour Benoît. Et quelle a été votre proposition ou bien votre, comment dire, exigence au moment où en 2017, le moment où vous avez fait le dialogue avec la CEDEAO et le Parti uni? Est-ce que vous avez eu un plan B, un plan C, ou bien c'est seulement le chef de l'État, son excellence Nyasingbe, qui a quitté le pouvoir? Parce que vous devez nous donner des comptes. Et vous avez aussi... Est-ce que Benoît peut être clair dans ces questions? Poser des questions bien précises, oui. Quelle a été leur demande au moment de la négociation en 2017 avec les autorités en place? Voilà. Oui. Est-ce qu'ils avaient des plans B ou C, ou c'est seulement le chef de l'État qui a quitté le pouvoir avant toute négociation, avant tout pour parler? Ok. D'accord. Secondo, je reviens dans la commune à Guagnepé 1 dont je fais partie. En quittant l'ancien Philoparc en arrivant, l'ancien Presse en arrivant au Philoparc, il n'y a pas de caniveau. Ces gens de caniveau ne fonctionnent pas. Ça fait 6 ans qu'ils sont en affaires. Quelles étaient leurs intentions? Parce que actuellement, il y a ces choses. Et pour terminer, je vais aussi dire que il faudrait, c'est pas de son ressort. Ce ne serait pas bien, comme il a dit, qu'on a très monsolé les communes. Ils ne seront pas bien qu'on revoie le nombre de communes. Et je dirais qu'en 2017, en 2007, il y avait, comment je vais dire ça, le découpage. Ils n'ont pas pu... Bon, je m'arrête là-bas. D'accord, merci beaucoup. Là, on va laisser notre invité réagir aux questions qui ont été posées. Il y a bien sûr certains qui en ont posé. Voilà. Vous voulez réagir, docteur, lorsque Yves Dagualepédo parlait de cette situation-là, Tochi. Voilà. Ok, voilà. Je réagis parce que, bon, je fais pas l'avocat du diable, non. C'est que ça rejoint les difficultés que j'ai énoncées au départ. Vous savez, la communalisation est un partage des responsabilités. Il y a des responsabilités qui reviennent directement aux communes et il y a des responsabilités partagées avec l'État. Bien. C'est-à-dire que l'entretien des grandes avenues, l'assainissement, les grosses œuvres d'assainissement qui permettent, vous avez vu tout ça. Là, ça rejoint peut-être Benoît qui parlait d'une rue à Goué qui n'a pas de caniveau. Non, plus ou moins. D'accord, ok, terminé alors. Oui, c'est sur la numéro 1, mais je peux lui répondre. D'accord. Donc, et les grosses œuvres d'assainissement qui empêchent Lomé d'être inondé est du ressort du gouvernement et actuellement un peu plus de ce qu'ils appellent maintenant
le Dagle. Le Dagle. Le Dagle. Le district autonome Le de district autonome de Grand. Lomé. Eh bien, c'est là que vous voyez, ce sont les grands, il y a une cuvette qui a été faite là à Djidjolélé, là où tu parles, il vous parle, il y a un truc. Et c'est cet ouvrage-là qui a été mal fait. Ce qui fait que l'eau ne vient pas suffisamment dans la cuvette pour être évacuée suffisamment. Et là-bas, chaque fois qu'il pleut, vous voyez la rue qui passe même devant Concorde et qui va être toujours inondée. Bon, j'espère que ce qu'ils ont mis en place tout dernièrement en disant qu'ils reprennent un peu les choses dans Lomé, on voit peut-être que ça va permettre de résoudre le problème. La commune n'a pas les moyens de résoudre ce problème-là. Ça ne peut être fait qu'à un niveau élevé. Il y a eu Garo, il y a eu Yeshua aussi, bon, qui n'ont pas pu poser des questions. Mais Benoît demande en 2017, lorsque vous discutiez, quelle était votre position? Alors, au moment où quelle demande aviez-vous faite? Au moment où le dialogue venait. Vous savez, lorsqu'on fait des mouvements, on demande où. Et lorsqu'on va au dialogue, on ramène des choses plus raisonnables. C'est comme ça. Donc la question de tel va partir, c'était un slogan. Ça n'entrait pas réellement dans des négociations. Mais ce qu'on avait comme négociation, c'était le retour intégral déjà à la Constitution de 92. Et il y avait des dispositions dedans qu'on estimait qu'ils devaient revenir. Et malheureusement, tout ceci, on n'a pas obtenu gain de cause, en réalité. Alors quand il demande s'il y avait plan B, plan A, plan B, plan C, on n'a pas eu le temps d'aller dans les discussions de plan B, plan C, puisque on a lancé des législatives qui n'étaient pas au goût de l'opposition, et les négociations se sont arrêtées et l'opposition a boycotté les élections. C'est ça ce qui s'est passé. Alors Benoît, toujours avec Benoît, qui demande, là où il parlait des caniveaux. Oui, alors, les caniveaux. Alors, l'entretien des caniveaux revient à la commune, en partie, mais comme c'est sur la nationale, une grande partie aussi revient à l'État et au Dagle. Mais en ce qui concerne la commune, nous avons suivi les travaux, nous avons fait de notre mieux. Nous avons dégagé les caniveaux, nous avons raclé les caniveaux, nous avons essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, vraiment, en face du à partir juste en face du CMS jusqu'à Philopac, il y a des caniveaux là-bas que nous essayons de laguer tout le temps. Mais là, je dois regretter que nous avons une partie d'incivisme. Parce que les caniveaux là doivent être vides de toute saleté. Mais au bout d'une semaine ou deux, c'est plein de plastique, c'est plein de détritus qui bougent de nouveau les caniveaux. Et l'action, ce que les caniveaux sont supposés faire, c'est-à-dire canaliser les eaux, sont bloqués. Ça fait partie aussi de l'incapacité des communes à pouvoir tout nettoyer. Mais ce tronçon-là, c'est la nationale 1, ça revient plus spécifiquement au Dagle et à l'État. Revoir le nombre de communes, c'est toujours Benoît. Oui, revoir le nombre de communes. Je l'ai déjà dit que nous, quand nous étions à l'Assemblée, nous étions contre le fait qu'on est passé à 117 communes. C'est impératif. Bon, je ne suis pas au gouvernement. Si j'avais quelque chose, une chose à conseiller en sortant de cette émission, c'est que vraiment, on s'arrête un peu sur la communalisation, qu'on revoie les communes et qu'on voit qu'on élague un peu les communes non viables, qu'on trouve un autre moyen pour faire des communes viables. Et on peut faire ça. On va prendre d'autres auditeurs, 92 77 66 66, 96 30 66 66. Allô? Allô, est-ce qu'il y a un auditeur qui est là? Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, à monsieur Pelé, bienvenue. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur Pelé. Ok, merci pour toujours le travail plaisant. d'hier. Oui, souvent, Mathieu nous dit pas toujours de poser des questions à des opposants. Pardon? Je n'ai pas compris, monsieur Pelé. Vous cherchez toujours qu'on pose des questions quand les opposants viennent chez vous.
Non, pas seulement opposant, mais quand on a un invité, nous souhaitons qu'on lui pose des questions. Il fallait que des gens, pour faire le compte, est-ce que le pouvoir, les gens du pouvoir qui vont venir, on va leur poser des questions. Pourquoi ils fuient? Personne n'a fui. Ah, okay. Demandez-moi de les inviter. Non, vous avez le choix. Normalement, ce sont ceux qui vont venir faire le compte. D'accord. À ce qui concerne les opposants, il y a seulement une seule question qu'on doit leur poser. Comment ils vont chercher à prendre le pouvoir? Par quels moyens? Ça, c'est la seule question, parce qu'ils sont là pour accéder au pouvoir. Mais ceux qui gèrent le pouvoir, ce sont ceux qui vont venir faire le compte, on va voir. Est-ce que c'est votre question ce matin pour Dr Kalpati? C'est une question d'abord. D'accord. C'est une question d'abord. Maintenant, pour rentrer un peu dans l'état, vous parlez toujours parce que je voulais parler de la manifestation de demain, 26, 27, 28. Oui. Et vous cherchez à savoir les organisateurs. Et tout à l'heure, notre invité, après, vous leur posez la question, est-ce qu'on les connaît? Oui et non. Oui, parce qu'ils sont des Togolais. Non, parce qu'on ne connaît pas ce qui se trouve dans leur organisation. Et la belle définition, je pense que ce n'est que la répétition. Ce que le docteur Kalpati parle depuis la conférence nationale, avant la conférence nationale jusqu'à ici, c'est la même chose que les jeunes là sont en train de répéter. Là où ils ont chuté, c'est là où ils ont commencé. Ils demandent la bonne gouvernance. Monsieur Pelé, j'aurais bien voulu que vous posiez des questions, comme vous l'avez fait en commençant vos propos. Le docteur peut bien vous répondre. Il est là. Quelle question? J'ai pas. Voilà, la seule question que vous avez posée, c'est comment l'opposition cherche à prendre le pouvoir, c'est tout. Voilà. Et maintenant, pour accéder au pouvoir, il y a deux options. Soit par les urnes. Bon, vous répondez alors à la question posée. Non, j'ai dit, soit par les urnes, soit par les meutes. Maintenant, on parle des urnes. Regardez comment on organise les élections devant vous. Vous parlez du renouvellement de la CENI. Quand est-ce que le régime RPT va renouveler la CENI? D'accord. Quand est-ce que le régime RPT D'accord, c'est la deuxième question. Quand est-ce que le gouvernement va renouveler la CENI? Il ne renouvellera jamais parce que les opposants sont prêts. Là aussi, vous avez répondu. D'accord, monsieur Pelé, on vous a compris. Vous posez la question, vous répondez en même temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière Pelé qu'on va prendre? Allô? Oui, c'est M. Benoît qui revient. Ah oui, Benoît revient. Bon, je dis merci au docteur. Il vient de dire que c'est un problème de civisme. Ça propose des caniveaux. Oui, on parlait spécifiquement devant le CMS à Guenivé. Oui, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas pu sensibiliser ou bien mettre, comment on dit, police municipale, ou bien sensibiliser, parler aux riverains, ou bien leur donner, comment je vais dire, leur infliger, si on attrape quelqu'un qui verse bien quelque chose comme... Amender, oui. Oui, amender, protéger un peu le bord des caniveaux, mettre des choses, quoi, pour que la vie soit... Et bon, je vais terminer par ici en disant que, oui, on dit que chez nous, Fétritin, Girinaou, à Blétor. Expliquez-nous. Oui, et tu sais, Fétritin, Girinaou, parce que vous êtes comment le maître, la pratique ne peut pas vous dépasser, quoi. Vous êtes censé à mettre l'ordre, à ramener la pratique à l'autre fois. D'accord. Et en ce qui concerne ils ont demandé au retour de la Constitution de 1992, au moment où ils négociaient avec le pouvoir. Au moment où on a lancé les élections législatives. Eux aussi, j'ai remarqué que même la... Posez la question, on va partir. Posez la question. Est-ce qu'il y a une question? Les élections législatives, ils ont refusé. C'est pourquoi, bon, j'ai dit, il faut avoir un plan C. Il faut s'unir. D'accord, on a compris, Benoît. On a compris, Benoît. Il dit quelque chose de bizarre. Il faut suivre unir. Pour lui, c'est qu'il faut marquer votre adversaire. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a un dernier? Et puis, on va revenir pour des commentaires et conclure cette émission. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui.
Présentez-vous. Monsieur Cissé. Monsieur Cissé. Monsieur Cissé nous appelle d'où? Je vous appelle d'Agoy. D'accord, allez-y, monsieur Cissé. Ok. Pardon, j'aimerais demander, quand vous êtes allé demander la question à l'invité, vous demandez qui est le leader de la manifestation, mais je pense que il a essayé de dire que c'est Zaka. Zaka n'a pas de leader. Non, il n'a pas cité ça. Il a cité seulement ceux qui sont les activistes sur les réseaux sociaux. Il n'a pas cité un leader. Mais c'est pas seulement les activistes, c'est seulement le peuple. On n'a pas encore besoin de leader pour qu'on les appelle pour venir négocier. Vous voyez? C'est le peuple qui agit sur les réseaux sociaux, vous dites? Pardon? Vous dites que c'est le peuple qui donc réagit sur les réseaux sociaux? C'est le peuple. Ah, parce que c'est les Togolais qui réagissent. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de parler qui n'est pas un Togolais. D'accord. C'est tous les peuples qui ont en train de parler. Ah bon? D'accord. D'accord, on a compris. Quand vous demandez à savoir pourquoi il faut qu'ils viennent pour négocier, mais est-ce que quand ils ont changé la constitution, là, ils ont négocié avec le peuple? Non. D'accord. Ils ont violé la constitution. Ok. Est-ce qu'il y a une question à notre invité? Est-ce qu'il y a une question à notre invité? Inviter les gens dans la nuit pour venir voter. Est-ce qu'il y a une question à notre invité, monsieur Cissé? Voilà. Cissé est parti. Je vous lis ceci, docteur. C'est un auditeur qui m'envoie ça. Les mairies n'ont pas installé le bureau du citoyen comme le prévoit la loi. C'est le coordonnateur du bureau du citoyen qui est le couloir de transmission entre l'exécutif et les populations. Alors, le bureau du citoyen est une institution, mais force est de constater que les communes ont du mal à les installer. Est-ce que vous avez une réaction pour ça? Ou bien... Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai, ce que l'auditeur dit. La plupart des mairies n'ont pas eu le temps ou l'opportunité de faire un bureau du citoyen. Oui, la plupart, ou bien presque toutes les communes. Non, parce que notre commune là, le bureau du citoyen. La commune d'Agogneve a un bureau du citoyen, bon, qui fonctionne globalement il y a un peu plus d'1 an et qui travaille tant bien que mal. La difficulté, c'est que le concitoyen ne connaît pas l'existence du bureau du citoyen et ne l'utilise pas forcément. Mais il faut que le bureau du citoyen se fasse connaître justement. Oui, c'est l'effort qu'on fait. Je réaffirme que dans la commune d'Agogneve 1, il existe un bureau du citoyen. Maintenant, pour les autres communes, je ne sais pas. D'accord, mais est-ce que ce bureau du citoyen joue le rôle dont parle cet auditeur? Il dit que c'est le coordonnateur qui est le couloir de transmission entre l'exécutif et la population. Mais est-ce que vous le sentez, vous l'avez mis en place? Mais est-ce qu'il y a ça? Absolument, c'est son rôle. Oui. Et il a un bureau, les citoyens doivent aller au bureau, poser leurs problèmes et avoir... Nous avons quelques exemples où ça a été fait, avec les femmes du marché, avec... qui sont venus... qui viennent au bureau du citoyen, le bureau du citoyen. Ça ne fonctionne pas de façon... comment je vais dire, optimal, comme cela l'aurait dû, mais ça, le truc d'exister. Au moins ça a le mérite. Au moins ça a le mérite d'exister. Et il y a beaucoup de communes où ça n'existe pas, mais à Agogneve, il y a le bureau du citoyen. D'accord. Voilà, on va conclure. Je crois que tous ceux qui ont appelé, il n'y a pas eu quand même de questions. Appelé, lui, il posait, il répondait en même temps à des questions. Alors, si le processus d'installation est respecté, les citoyens doivent le connaître. Voilà, c'est ce que nous disons. L'auditeur continue, c'est ce que nous disons, qu'il faut que le bureau du citoyen se fasse connaître par la population. Nous ferons l'effort pour qu'Agogneve... Voilà, on va aller rapidement. Vous disiez oui, je disais qu'il y a Benoît qui a demandé s'il n'y a pas une police municipale, s'il n'y a pas des amendes contre le truc. Bon, nous n'avons pas de police municipale. C'est la police ordinaire qu'on peut faire venir. Les amendes, on donne les amendes. Mais ça ne suffit pas pour dissuader les gens qui sont... On va conclure cette émission avec vous pour aujourd'hui. Oui, vous avez la parole, docteur, pour conclure. On a encore quelques secondes. Pour conclure, je ne répéterai que ce que j'ai dit. Pour ce qui est de ce qui se passe socialement, il faut que chacune des parties prenne la mesure des enjeux et pose des actes concrets. Il y a des gens qui ont suggéré, qui répètent qu'il faut que le président de la République prenne la parole. Le président du Conseil ou le président de la République? Le président de la République, pour moi, il y a confusion. Maintenant, il faut qu'il prenne la parole, qu'il dise ce qu'il pense de la situation. D'accord. Les gens l'ont dit aussi, ceux qui font
les réseaux sociaux disent qu'ils veulent entendre. Ils ont même proposé des discours. D'accord. Ok. Maintenant, pour ce qui est des communes, nous avons dit, c'est à revoir et à refaire. Merci. Ce qui est le plus urgent, c'est d'arrêter ce processus. Merci beaucoup. Alors, il revient à la mairie de sensibiliser et de présenter le coordonnateur du bureau des citoyens. Voilà, l'auditeur fait déjà des propositions. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette émission depuis vos positions. Merci à tous ceux qui ont réagi à travers le téléphone et ceux qui m'ont envoyé des messages. Mise en onde, Laurent Lorenzo, je suis Mathieu Mozo. On se retrouve vendredi. Au revoir.